Le silence tomba d'un coup sur la salle, lourd comme un verdict funèbre. Les flashs vacillèrent, puis un froissement net, le président Ibrahim Traoré déchira le contrat, et la feuille sembla crier, tandis qu'elle tombait en lambeaux. 30 millions de dollars partaient en fumée, mais ce n'était pas l'argent qu'il brûlait, c'était un siècle de dépendance budgétaire, de clauses grises, de tutelles lointaines. Alors la question claqua, nue et froide, défi au FMI, suicide politique ou premier pas d'une liberté africaine écrite non plus par les créanciers, mais par ceux qui extraient l'or et votent leur avenir, ici et maintenant. Ce geste, filmé en direct, n'était pas une explosion d'orgueil, mais une déclaration méthodique. Dans un monde où les signatures valent plus que les urnes, Ibrahim Traoré promettait une chose simple, rendre à son pays le droit de compter ses richesses avant de les céder. Cette promesse, silencieuse mais tranchante, portait une idée simple. L'indépendance n'existe que si les chiffres appartiennent au peuple. Les enjeux dépassaient les frontières de Ouagadougou. L'or, les dettes, la monnaie numérique, tout ce qui liait encore l'Afrique aux capitales occidentales. Car refuser un prêt, c'était aussi refuser une tutelle. Et dans ce refus, chaque mineur, chaque étudiant, chaque soldat voyait une réécriture possible de son destin. Le pari était dangereux. Sans le FMI, l'économie risquait la tempête. Avec lui, elle risquait la servitude. Traoré, entre deux abîmes, choisit la marche étroite où le courage devient stratégie. Une clause cachée dans le contrat rejeté révélait l'enjeu véritable. Une ligne froide offrait à un consortium privé le droit de saisir l'or du Burkina Faso en cas de simple retard de paiement. Ce n'était plus une négociation financière, mais une dépossession organisée, une conquête sans armée. Le document, présenté comme une aide, agissait comme une clé. En l'acceptant, l'État aurait ouvert la porte d'un coffre où reposaient ses réserves et remis les clés à des mains étrangères. Dans cette découverte, Ibrahim Traoré comprit la mécanique moderne de la domination. Plus besoin d'envahir, il suffit de signer. Les anciens empires utilisaient les armes, les nouveaux, les tableurs. Derrière les pourcentages, le FMI dictait la durée de la soumission. Ce que les médias occidentaux appelaient assistance ressemblait, vu d'Afrique, à une colonisation numérique. Car au-delà des prêts, une architecture plus vaste se dessinait. Un système monétaire basé sur la dette, adossé à des métaux extraits sur le continent, mais garantissant la stabilité ailleurs. À Washington, les analystes parlaient de risque réputationnel, à Paris d'un acte d'ingratitude. Mais dans le Sahel, on y voyait un réveil. Le feu allumé dans la salle du Conseil devenait flambeau. Et dans ce refus, une vérité émergeait. Si l'Afrique n'écrit pas ses contrats, d'autres écriront son futur. Chaque paragraphe de l'accord du FMI devenait une ligne d'histoire qu'un peuple refusait désormais de lire à genoux. Autour de Ibrahim Traoré, la décision fit l'effet d'un séisme silencieux. Dans les couloirs du palais, ses conseillers économiques, souvent formés à Paris ou à Genève, hésitaient entre admiration et inquiétude. L'un d'eux, un ancien analyste de la Banque mondiale, murmura « C'est la première fois qu'un État ose dire non avant d'être puni ». Ce geste brisait une habitude vieille de 60 ans, négocier à genoux pour éviter la tempête. Sur le terrain, l'impact fut immédiat. À Koudougou, un groupe de mineurs suspendit son travail et brandit des pancartes improvisées. Notre or n'est pas à vendre. À Wahigouya, des étudiants de l'université publique organisèrent un forum sur la dette invisible. Pour eux, Traoré n'était plus seulement un chef d'État. Il devenait un personnage guide, l'incarnation d'une Afrique qui redéfinit les règles du jeu économique. Les chancelleries occidentales observaient. Les télégrammes diplomatiques affluaient. Risque de contagion régionale élevé. Car si un seul pays prouvait qu'on pouvait refuser sans s'effondrer, l'équilibre entier du système vacillerait. Dans cette atmosphère de défi latent, le président burkinabé transforma l'acte isolé en pédagogie collective. Les écrans nationaux diffusèrent une série d'allocutions expliquant, point par point, pourquoi aide rimait souvent avec capture. À ce moment précis, le pays comprit que l'économie n'était plus une équation abstraite, mais une question d'honneur. Et le courage, parfois, vaut plus qu'un prêt. Tout commença dans un silence. Puis, presque instantanément, la nouvelle se propagea.
Les images de Ibrahim Traoré déchirant le contrat firent le tour du monde en 48 heures. Les chaînes africaines parlèrent de renaissance, les agences occidentales d'imprudence. À Ouagadougou, les rues s'emplirent de drapeaux rouges et verts. Des soldats descendaient des camions pour saluer les mineurs. Les slogans fusaient « L'Afrique n'est plus à vendre ». Le FMI suspendit immédiatement le décaissement prévu pour décembre. Les partenaires bilatéraux exigèrent des clarifications. La bourse régionale d'Abidjan recula de 4%. À Washington, un communiqué déplorait la décision irresponsable du gouvernement burkinabé. Mais à Bamako et à Niamey, les présidents voisins téléphonaient à Traoré. Tiens bon, l'étincelle devenait front. Quelques jours plus tard, un décret présidentiel tomba. Nationalisation de 5 mines d'or, suspension de toute concession signée sous supervision étrangère. La riposte occidentale fut immédiate. Gel partiel des aides, dégradation des notes de crédit, retrait des experts techniques. Pourtant, la population soutint la mesure. Les radios communautaires parlaient de acte de dignité. Les économistes, eux, comptaient les heures avant la rupture monétaire. Les diplomates français quittèrent discrètement le pays. Des drapeaux russes et maliens apparurent sur les murs de la capitale. À Paris, la presse évoqua le syndrome Traoré. À Bruxelles, les conseillers de l'Union européenne s'inquiétaient d'un effet domino sur les États du Sahel. Pendant ce temps, au Burkina Faso, la production d'or tomba de 12%, mais les recettes fiscales augmentèrent de plus de 60%. Un paradoxe spectaculaire. Moins d'exportations, plus de richesse interne. Les marchés étaient déstabilisés, mais la rue exultait. Les visages étaient fatigués, mais fiers. Dans les écoles, on affichait des extraits du discours présidentiel. Nos grands-parents ont combattu des armées. Nous combattons des tableurs. Cette phrase devint un refrain. L'événement dépassait désormais le cadre d'un État. Ce n'était plus un incident diplomatique, mais un tournant moral. Pour la première fois, un pays pauvre imposait ses conditions à l'économie mondiale. Et, dans les couloirs feutrés du FMI, on comprit que l'enjeu n'était plus le remboursement d'un prêt, mais la survie d'un modèle. Avant la rupture, l'économie burkinabé suivait la trajectoire classique des États dépendants. Croissance moyenne de 2,8%, dette publique à 68% du PIB et un déficit extérieur financé à plus de 70% par des prêts concessionnels. En apparence, la stabilité régnait. En réalité, chaque trimestre creusait la dépendance. Après la décision de Ibrahim Traoré, ces équilibres changèrent brutalement. Le PIB ralentit, mais la balance des paiements s'améliora de 18% dès la première année. Ce glissement, discret mais décisif, signifiait qu'un pays sans aide extérieure pouvait encore respirer. Les exportations d'or, bien qu'en baisse de 12%, généraient des revenus domestiques en hausse de 61%. En d'autres termes, le pays gagnait plus en vendant moins. Ce basculement s'expliquait par la nationalisation partielle. Pour chaque lingot exporté, 40% des bénéfices restaient désormais sur le sol national. Les analystes internationaux, incrédules, appelèrent cela le paradoxe burkinabé. Dans le même temps, l'inflation, attendue comme un ouragan, resta contenue à 6,2%, contre des prévisions de plus de 12%. La raison tenait à une politique ciblée. Subvention directe du carburant et contrôle des marges sur les denrées de base. Cette maîtrise, qualifiée de discipline populiste par certains économistes occidentaux, devint au contraire la preuve qu'un modèle endogène pouvait fonctionner. Les indicateurs sociaux suivirent la même logique. Hausse de 22% des investissements publics dans l'éducation, création de 8000 emplois liés aux mines nationalisées et un recul mesuré de la pauvreté urbaine de 3 points. Rien d'explosif, mais tout d'authentique. Une lente consolidation au lieu d'un miracle éphémère. Un rapport de la Banque centrale du Sahel le confirmait avec une franchise inhabituelle. Les réformes du Burkina Faso démontraient la viabilité d'une souveraineté budgétaire partielle. Une phrase, en particulier, faisait trembler les chancelleries. L'Afrique peut survivre sans supervision multilatérale à condition de gérer sa peur. Ces chiffres, modestes mais stables, devinrent la meilleure défense du pays. Car dans le langage froid des bilans, la résistance ne se mesure pas en slogans, mais en pourcentages qui tiennent face aux crises. Et sur ce terrain, Traoré avait transformé un acte symbolique
en équation viable. Selon les institutions financières, la décision de rompre avec le FMI relevait du romantisme politique. Sans accès aux prêts concessionnels, disait-il, le Burkina Faso s'exposait à une crise de liquidité, à la fuite des capitaux, à l'effondrement du crédit intérieur. Ces arguments avaient du poids. Ils reposaient sur des décennies de doctrine économique. Mais les économistes africains indépendants voyaient les choses différemment. Entre 1980 et 2020, rappelait-il, 43 pays du continent avaient signé des programmes d'ajustement structurel. 39 avaient vu leur PIB par habitant stagner ou reculer. L'aide n'avait donc pas créé de prospérité, mais un cycle d'endettement permanent. Le FMI prêtait pour réformer. Les réformes détruisaient l'emploi, puis il reprêtait pour reconstruire ce qu'il avait aidé à démanteler. Les chiffres formaient un cercle parfait. Croissance nominale, misère réelle. Traoré ne niait pas les risques. Il les acceptait comme prix d'une reconstruction lente. Il savait que les notations spéculatives n'étaient avant pas une prophétie, mais un outil politique. En misant sur la production locale et la régulation interne des flux miniers, il cherchait à substituer la patience à la panique. Le débat dépassa l'économie pour devenir philosophique. Vaut-il mieux une dépendance rentable ou une liberté incertaine ? Pour la première fois depuis des décennies, cette question ne fut pas posée à Washington, mais à Ouagadougou. La réponse se lisait dans les visages. Ceux qui avaient connu la faim préféraient le risque à la résignation. La guerre n'est plus militaire, elle est numérique, comptable, invisible. Ce que découvrit Ibrahim Traoré après la rupture bouleversa la carte du pouvoir. Un protocole secret, baptisé Phoenix Dollar Scheme, liait l'or burkinabé à une future monnaie digitale gérée depuis Zurich. Sous couvert d'innovation, l'Afrique aurait offert ses réserves comme garantie à un système de paiement qu'elle ne contrôlerait jamais. Le FMI appelait cela modernisation. Traoré y vit une colonisation par algorithme. Cette révélation fit basculer le discours. L'enjeu n'était plus seulement la dette, mais la souveraineté des données et des ressources. Dans les universités du Sahel, on parla de digital slavery. Les économistes y virent la forme la plus sophistiquée de domination. Remplacer les baïonnettes par des blockchains, les banques par des lignes de code. En une phrase, tout changea. Les empires ne volent plus l'or, ils volent les clés. Dans cette compréhension soudaine, la résistance africaine entra dans une nouvelle ère, celle où le refus d'un contrat valait une déclaration d'indépendance. Les répercussions du geste de Ibrahim Traoré se propagèrent comme une onde dans un lac calme. En quelques mois, le Burkina Faso changea de visage, non pas par miracle, mais par réorientation lente et mesurable. Le gouvernement adopta une discipline budgétaire inédite. Les dépenses militaires furent plafonnées, les ministères fusionnés et un fonds canalisa les recettes minières vers les infrastructures rurales. Les recettes internes augmentèrent de 22%, preuve qu'un État peut fonctionner sans perfusion extérieure. Pour la première fois depuis 2008, le budget de l'éducation dépassa celui de la défense. Les entreprises locales, d'abord paralysées par la peur du manque de devises, redécouvrirent la production nationale. Une société textile à Bobo Dioulasso relança ses machines grâce à un crédit garanti en or domestique. La microfinance gagna 15 000 nouveaux comptes en 6 mois. L'absence de concurrence étrangère força l'innovation. Du ciment burkinabé aux outils agricoles, l'économie apprit à vivre sur ses propres forces. Les exportateurs, moins dépendants du franc CFA, commencèrent à facturer en unité Sahel, la nouvelle devise régionale. Pour les citoyens, le changement se mesura dans la vie quotidienne. Les marchés restèrent approvisionnés, les salaires publics furent versés à l'heure, et l'école primaire retrouva des enseignants qu'on n'avait plus vus depuis des années. Dans les quartiers populaires, l'expression Traoré Time désignait la ponctualité retrouvée. Les réseaux sociaux transformèrent le président en symbole continental. Un leader qui prouve que la dignité peut être rentable. Certes, les prix montèrent de 7%, mais l'espoir, lui, grimpa bien plus haut. À Bamako, le Mali suspendit 5 concessions minières occidentales. À Niamey, le Niger renégocia ses contrats d'uranium. Ensemble, les 3 pays du Sahel fondèrent une charte interdisant toute majorité étrangère dans les ressources stratégiques. Cette coopération, vue comme utopique par Bruxelles, se traduisit pourtant par un commerce intra-africain en hausse de 38%.
Le modèle burkinabé devint laboratoire et l'insolence de Traoré contagion. Au-delà des statistiques, une idée s'imposait. La souveraineté n'est pas un luxe, mais une infrastructure. Chaque contrat repris, chaque mine récupérée, chaque élève scolarisé redessinait les contours d'un continent qui cessait de se louer au monde. Et, dans le tumulte global, une conviction murmurée devint certitude. La pauvreté n'était pas une fatalité, seulement une habitude qu'on peut rompre. Le Burkina Faso poursuit sa voie solitaire mais stable. Les recettes minières restent élevées. La confiance intérieure s'installe. Les partenaires africains, prudents, observent. Les banques régionales ajustent leur modèle de crédit et le pays devient laboratoire de résilience. Ibrahim Traoré stabilise l'appareil d'État. Les réformes fiscales s'enracinent. Rien d'héroïque, mais tout d'endogène. Une lente autonomie qui transforme la défiance en méthode. Les pays voisins rejoignent une alliance, formant un bloc économique de plus de 80 millions d'habitants. Un fonds commun de stabilisation en or voit le jour. Le commerce intra-africain bondit de 40%. Le Sahel négocie directement avec des partenaires internationaux. La nouvelle devise régionale devient une référence. L'Afrique cesse de vendre des matières brutes pour acheter des machines. Elle échange de la valeur contre de la valeur. Dans ce scénario, Ouagadougou n'est plus périphérie, mais cœur d'un nouveau centre de gravité économique. Les marchés mondiaux répliquent. Les agences de notation abaissent encore la note du Burkina, les flux d'investissement se raréfient, les campagnes de désinformation reprennent. Les élites locales, inquiètes, réclament un retour à la normale. Des tensions sociales apparaissent. La hausse des prix, la raréfaction des médicaments, la lassitude du peuple. Si l'unité politique vacille, le modèle pourrait s'effondrer sous le poids de son propre courage. Entre ces trois horizons, le fil est mince. Résister sans s'isoler, innover sans se dissoudre. Le pays avance donc entre prudence et conviction, porté par l'idée qu'aucune indépendance ne vaut si elle n'est pas renouvelée chaque jour. Comme l'a dit un ministre burkinabé, la souveraineté n'est pas une victoire, c'est un entretien. Et c'est peut-être là la vraie révolution, transformer la liberté en routine. Dans les rues de Ouagadougou, le mot souveraineté n'est plus un concept, c'est un parfum de poussière et de fierté. Chaque marché, chaque classe d'école, chaque chantier en porte la trace. On ne parle plus de l'État, on dit nous. C'est là, dans cette grammaire nouvelle, que l'héritage de Ibrahim Traoré prend corps. Celui d'un peuple qui cesse de quémander la dignité et commence à l'habiter. Pour Hawa, enseignante, la rupture avec le FMI n'a rien d'abstrait. Elle a enfin reçu 3 mois de salaire sans retard. Pour Moussa, jeune ingénieur, c'est la première fois qu'il participe à un projet financé sans appui étranger. Il ne cite pas les taux d'intérêt, il parle de confiance. Cette mutation du vocabulaire est peut-être la plus grande victoire de toutes. Transformer une politique économique en émotion collective. Dans les cafés, les débats sont vifs. Faut-il sacrifier le confort pour la cohérence ? Les anciens hochent la tête. Mieux vaut marcher lentement que ramper vite. Et les jeunes, connectés au monde, découvrent qu'une nation peut dire non sans disparaître. Alors, chacun participe à sa manière. Une chanson, un graffiti, une vidéo. La résistance se diffuse non plus par les armes, mais par la narration. Et c'est peut-être cela, le véritable changement, quand les citoyens deviennent auteurs de leur propre histoire. La souveraineté commence là où la résignation s'arrête. La révolte n'a de sens que si elle se transforme en méthode. Ibrahim Traoré le répète souvent, « Résister, c'est bien, construire, c'est mieux ». Le Burkina Faso s'est donc doté d'une feuille de route pragmatique, mesurable, patiente. Une unité de compte régionale indexée sur l'or et les ressources agricoles est en cours de création. L'objectif est clair, réduire de 50% la dépendance au franc CFA d'ici 3 ans. Le succès se mesurera à la stabilité du taux d'échange et à la hausse du commerce intra-africain. La priorité est donnée à l'industrialisation à petite échelle, raffinage de l'or, transformation du coton, matériaux de construction. Les coopératives reçoivent donc des microcrédits à taux zéro garantis par l'État. Chaque usine devient un symbole de souveraineté utile, pas un monument politique. Les programmes universitaires sont réformés. Chaque faculté d'économie doit enseigner un modèle africain de viabilité sans dépendance. L'ambition est de former 10 000 cadres régionaux d'ici 2028.
Les États du Sahel harmonisent leur législation minière et énergétique pour mutualiser les profits et les risques. L'unité devient un bouclier économique. Chaque contrat public est publié, ligne par ligne. La confiance n'est plus une promesse, c'est un document en ligne. Ainsi se clôt le cycle de la résistance, par l'organisation, car un peuple libre se mesure non à ses cris, mais à ses comptes. Dans un petit musée improvisé de Ouagadougou, une vitrine expose un fragment de papier noirci. C'est l'un des morceaux du contrat que Ibrahim Traoré avait brûlé. Les visiteurs s'y arrêtent longuement. Ils ne voient pas un document, mais une mue. Les enfants demandent « Pourquoi l'a-t-il fait ?» Les parents répondent « Parce qu'il fallait bien que quelqu'un dise non ». Autour de cette relique, l'histoire récente se condense. Les mineurs y reconnaissent leur or, les enseignants leur dignité, les femmes des marchés leur endurance. Tout ce que la technocratie avait effacé retrouve un visage. Et dans la lumière tamisée de la salle, on comprend que ce n'est pas la flamme qui a tout changé, mais le silence qui l'a précédé, le moment précis où un homme choisit de ne plus signer. Le papier brûlé n'est plus un symbole de perte, mais de naissance. Une page détruite pour qu'un continent puisse écrire la sienne. Un contrat brûlé, 1000 consciences rallumées. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un pays. C'est une conversation entre un peuple et son avenir. L'acte de Ibrahim Traoré, d'abord vu comme une provocation, devient peu à peu un miroir, celui d'un monde qui redécouvre la valeur de dire non. Car refuser n'est pas se fermer, c'est se définir. À travers le Sahel, cette idée s'étend. Chaque contrat signé sans lecture, chaque dette acceptée sans débat, devient une part de liberté perdue. Et inversement, chaque refus lucide rend au continent une part de sa voix. L'Afrique n'a pas besoin d'être sauvée, elle a besoin d'être écoutée. Alors, à vous qui regardez, qui lisez, qui commentez, que signifie la souveraineté là où vous vivez? Est-ce une question de drapeau ou de dignité? Peut-on bâtir un monde équitable si les règles sont écrites ailleurs? L'histoire du Burkina Faso n'est peut-être qu'un début. Et si, en la comprenant, vous participiez déjà à la suite?